Il est 19h, ravi de vous retrouver pour Ça se dispute dans un instant. Les invités, mais vous les connaissez pour Ça se dispute. Mais avant cela, la Minute Info. La Finlande assure pouvoir se passer de l'électricité russe. Le pays scandinave compte sur davantage d'importations de Suède et de Norvège. Plus tôt, la Russie a annoncé suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande dès demain en raison d'impayés depuis le 6 mai. Une situation exceptionnelle qui a lieu pour la première fois en plus de 20 ans. Covid-19, la santé mentale des Français dégradée. Plus de 2 ans après le début de la pandémie, Santé publique France annonce que 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, soit 5 points de plus que le niveau hors épidémie. Symptômes anxio-dépressifs, problèmes de sommeil, les jeunes entre 18 et 24 ans sont notamment concernés. Projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel, le préfet de police dit non. Didier Lallement a informé la maire de Paris de son opposition. Selon lui, ces aménagements causeraient d'importants problèmes de circulation. Le projet vise à réduire les voitures de part et d'autre du pont d'Iéna. Il comprend aussi la création d'un amphithéâtre végétalisé place du Trocadéro et une promenade plantée sur le quai Branly. Voilà pour la Minute Info. Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui, parce que je pense que vous avez pris le même coiffeur, non? Ah mais... Je n'ai jamais été aussi bien coiffé. Moi aussi. Ça veut dire que je suis mal coiffé. C'est la jalousie, c'est normal. Bon, J'aurais pas cette chance. Gilles William, merci d'être avec nous. Est-ce que vous allez bien également? Oui, je vais plutôt. Bon, tant mieux. Écoutez, un peu de sourire avant de parler d'actualités très lourdes, ça fait toujours du bien parce que les thèmes ce soir sont préoccupants. On va commencer par les obsèques du fils Aleno qui se tenait ce vendredi à Poissy en présence de Brigitte Macron. Antoine Aleno, 24 ans, fauché dimanche soir par un délinquant au volant d'une voiture volée, connu des services de police, recherché afin d'exécuter une peine de 3 mois de prison. Et voilà ce qu'a dit le père de la victime, Yannick Aleno, le chef Yannick Aleno, pendant les obsèques. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est un jeune de 24 ans, un Français, qui avait des ambitions patriotes. Voilà ma première question. Certains médias ont préféré parler d'accidents de la route, d'autres de faits divers. Est-ce que le mal est plus profond que certains laissent entendre? Gilles William. Mais, pardon de le dire à Yannick Aleno, qui est plongé dans une douleur extrême, et que je partage avec lui, ça n'a rien de nouveau. Ce qui arrive à son fils, et qui est énorme pour lui, est tristement banal. Ça fait des années qu'on connaît cette situation et que les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme étaient démonisés. Il disait que voilà, on disait qu'on instrumentalisait d'une certaine manière l'insécurité. On nous appelait les sécuritaires, avec toute l'acception péjorative que contenait ce nom à valeur d'insulte. Donc, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil noir de l'insécurité et de son cortège. On connaît tous l'explication. À force, j'ai peur que même les mots perdent de leur valeur et soient dévalués, qui sont, encore une fois, le laxisme judiciaire, l'encombrement des tribunaux, le fait que les policiers soient débordés, l'immigration massive. Tout cela est malheureusement bien connu. Et à force de manier ces concepts, je ressens parfois une impression d'impuissance totale. Donc, il ne faut pas baisser les bras du tout, mais c'est quand même extrêmement dur. Mais j'apprécie beaucoup que, en dépit de sa douleur extrême, il ne s'enferme pas, Yannick Aleno, et qu'il pointe vraiment avec acuité les raisons du drame. Est-ce un exemple, Julien Drey, de la faillite de notre système judiciaire et Gilles William disait c'est tristement banal. Oui, j'ai une nuance avec cette expression, même si je comprends le fond de sa pensée. Il n'y a rien de tristement banal, parce qu'il n'y a pas de drame plus terrible pour un père de perdre son fils dans un accident de voiture, un fils en pleine jeunesse, en plein de projets. Voilà, donc je pense que c'est une des souffrances les plus terribles qu'elle vous inflige la vie, que de se trouver dans cette situation-là. Et je compatis avec sa famille, avec ses amis. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas banal. Voilà, jamais j'accepterai que ça soit banal. Alors, ce qui est grave, c'est qu'il y a une délinquance qui monte en puissance,
qui montent en puissance parce qu'elles se sentent dans une situation d'impunité. Et c'est vrai qu'il y a un ressentiment dans la population, qu'il y a des choses qui deviennent maintenant insupportables. Alors je sais pas comment la presse a interprété ça, mais c'est pas un accident de voiture. Ça n'a rien à voir avec... C'est un voleur qui s'enfuit et qui heurte un jeune qui est en scooter. Donc, d'un certain point de vue, c'est un assassinat. Alors, pas volontaire peut-être, mais c'est quand même un assassinat. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis permis de rappeler les faits. Permettez-moi juste d'écouter Rachida Dati. Je dis quand même, je maintiens, si vous voulez, qu'il y a maintenant une sorte de banalité du mal et que des Alénos en France... Il y en a des dizaines par jour. Non, des dizaines, non. Il n'y a pas des dizaines par jour de pères qui perdent leurs enfants dans des... je pense... Non, on n'est pas à ce stade-là. Je pense... Et heureusement, d'ailleurs. Je pense que ça doit se chiffrer autour de ça, les... Dans l'année. Non, mais... Pas dans la journée. Pas ce type de circonstances-là, mais des agressions... Oui, ça c'est autre chose. Des agressions gratuites ou des agressions pour rien, ou pour un regard, ou pour une cigarette... Et pardon de vous le dire, elles sont malheureusement banales. Et moi, je pense qu'il ne faut pas... Bon, alors, je pense qu'il ne faut pas commencer à, d'un certain point de vue, à dire, bon, bah, c'est comme ça, voilà. Écoutez, c'est terrible. J'ai beaucoup de choses, sauf ça. Mais si, mais justement, c'est pour ça que je vous le reproche, parce que d'habitude, vous êtes plus sévère sur ces choses-là, dans le jugement. Et je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il y a une forme de fatalité qui gagne tous les corps de police, de justice, en disant bon bah finalement les pouvoirs politiques s'en occupent pas, nous donnent pas les moyens, et donc c'est une continuité. Or il n'y a pas de continuité parce qu'il y a des degrés qui sont franchis. Ce qui est en train de se passer à Marseille en ce moment là, ces derniers jours, parce que ça se multiplie. Ville où le président de la République a été il y a pas très longtemps et où on nous expliquait que ça allait être la ville où on allait mettre le paquet. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont... Pardon de vous le dire, moi je soutiens plutôt des politiques qui ne sont pas exercés par ce gouvernement, qui sont effectivement à blâmer l'acceptation de l'état d'insécurité, de nous parler beaucoup de choses. Donc, peu de gens. J'ai créé un mouvement qui s'appelait Droit à la sécurité, entouré de syndicats de policiers. Je ne pense pas on peut me faire beaucoup de reproches, mais pas celui-là. Mais je dis simplement qu'il y a maintenant, j'entends comme une sorte de musique redondante et qui, d'une certaine manière, ressemble à un disque rayé. Voilà. Et c'est contre ça que je m'insurge. C'est contre cette musique redondante, comme un disque rayé, qui, finalement, en arrive à une forme de fatalité. Et ce que disait Gilles William est également intéressant lorsqu'il disait une partie de la population, ou responsable politique, ou même membres de la société civile, ont alerté très tôt sur cette situation et cette montée de l'insécurité en France, et que ces personnes-là, au départ, étaient régulièrement taxées, soit de sécuritaires, voire d'extrémistes ou racistes. Non, pire que ça, c'est un fantasme. Non, mais l'insécurité est un fantasme. Ça, c'est une réalité que pendant tout un temps, on a cherché à minoriser, où on cherchait à trouver des explications, où on cherchait à considérer que c'était non pas un fantasme, mais que c'était une réalité qui était montée médiatiquement. Mais le phénomène a commencé au milieu des années 90, il s'est étendu. Moi, vous étiez traité sécuritaire, moi je vous ai rappelé, j'étais traité de gauche barbelé. J'avais écrit un livre qui s'appelait État de violence en 99. La phrase commençait par une phrase qu'un commandant de CRS m'avait tenue dans une opération auquel j'avais participé, non pas en tant que CRS, mais en tant que député. Et il m'avait dit, un jour ils nous tireront dessus. Voilà. C'était en 98. On y est maintenant. Donc on a raté, quoi. Les pouvoirs politiques de gauche et de droite ont raté les uns après les autres ce qui aurait dû être une politique volontaire en la matière de lutte contre la montée de cette violence. Parce qu'on n'a pas voulu donner les causes. Parce qu'on n'a pas voulu donner les causes du mal. On avance justement. Exemple, parce que vous parliez de Marseille. Ce qui se passe à Marseille aujourd'hui est saisissant. Ça fait 4 ans que ça dure. Mais dans cette cité, qui s'appelle la cité Caliste, c'est dans le 15e arrondissement de Marseille, des squatteurs font vivre un enfer aux habitants. Ce sont des gangs d'immigrés nigériens qui font en fait la loi. Ils détruisent, ils squattent, ils pillent, trafic de drogue également. 4 ans que ça dure, les habitants sont obligés de fuir ces établissements, ou alors ils restent et ils essayent comme ils peuvent, d'alerter les élus marseillais. Jean-Marc Morandini était sur le terrain dans la cité de Caliste ce matin. Il a rencontré
ces personnes-là, avec Samia Ghali qui est une élue, on va voir des séquences qui sont absolument folles. Regardez déjà ce qu'il s'est passé. Donc Jean-Marc Morandini qui entre dans un immeuble, l'un des immeubles de cette cité, où en fait vous avez dans les parties communes une sorte de hall de la drogue. Regardez. Si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais également la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord le haut. Peut-être, voilà, welcome to the dark side, bienvenue dans la face obscure. Et puis on va rentrer, venez, on va rentrer ensemble, voilà. Et on rentre, donc c'est vrai que c'est une zone un peu particulière. On va vous montrer le mur avec les tarifs qui sont affichés sur le shit, sur la coke, sur les plaques, sur la Colombie, sur la beurre, pour vous montrer quand même. Ce qui est intéressant, c'est de montrer dans quel état sont ces bâtiments, dans quel état vivent les gens. Et c'est là que la police est intervenue pour faire du vide. Et vous le voyez là, tout est laissé à nu, les fils sont laissés à nu. Et la nouveauté qui m'est expliquée par les habitants, on va se mettre à cet étage, on va rester là. La nouveauté, ce sont ces portes. Parce que voilà, c'est ces portes qui ont été posées. Et c'est là derrière qu'il y avait des appartements qui étaient squattés. Et donc, pour la première fois, on a posé des portes qui ferment réellement ces appartements. Et c'est ces portes qui évitent désormais que ces appartements soient squattés à nouveau. Et c'est ce que demandaient les habitants depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. On disait fermer les appartements squattés, justement, pour éviter qu'on se retrouve avec des appartements occupés. Autre séquence, et ensuite on commence le débat. C'est cette habitante dont l'appartement a été squatté. Vous allez voir l'état dans lequel il est et ce qu'elle raconte. C'est grâce à moi que vous êtes tous là. C'est grâce à moi que vous êtes tous là. Tous. Moi, les Nigériens, on était seuls contre eux. Personne n'était là. Personne. La police. Oh. Pourquoi leur propre, c'est cher. Oh, ça, on est fatigués. On n'en peut plus. Vous savez comment on n'en peut plus, ma mère. Elle est dehors. Ça fait 15 jours. Je peux plus. Vous savez comment ils s'appellent? Ça, c'est une vraie détresse. On va là-bas. Pardon. On va voir ce qui s'est passé. Ma fille était à l'intérieur et mes 4 sœurs, et ma nièce, 4 filles. 4 filles, ma fille de 4 ans et ma nièce de 7 ans qui était à l'intérieur. Pendant qu'eux, ils essayaient d'approprier cet appartement. À coups de machette, regardez, vous les voyez là. Vous les voyez les machettes, traumatisées, elles étaient tétanisées les filles. Tétanisées. Ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent. Ils frappent et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il ne se passe rien. Et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. Personne. Donc ça veut dire que mes sœurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de le dénoncer, ils les ont dénoncés. Mais personne n'a été arrêté. Mais c'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête. Quel regard vous portez, messieurs, sur ces séquences? Julien Drey. Que les premières victimes de ces situations, ce sont les gens qui y vivent. Parce qu'il y a des gens qui y vivent. Et que ce n'est pas forcément, toujours, comme on croit, une opposition entre les centres-villes. C'est dans ces cités-là qu'il y a des gens qui, malheureusement, eux, supportent tout cela. Et ce sont des gens, par ailleurs, qui ne sont pas forcément des citoyens français. Ça peut être aussi des populations d'origine étrangère qui subissent, elles aussi, ces conséquences-là. Maintenant, le problème, c'est que Marseille, ça fait des années que ça dure. Et je pense que Samia Ghali, que je respecte et que j'apprécie, l'a dit déjà de multiples reprises. Ça fait des années que ça dure. Et il n'y a pas de solution si on ne rase pas. Il n'y a pas de solution. Et la décision qu'il faut prendre, c'est de reloger les familles qui méritent d'être relogées, qui sont en situation régulière. Et le reste, il faut raser. Une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, vous avez cette situation. C'est-à-dire que la police, elle vient une fois, elle fait un show. Excusez-moi, parce que tout d'un coup, comme on a entendu dire que les politiques aussi peuvent le faire, le show. Pardon ? Les politiques aussi peuvent le faire. Oui, mais voilà. On avait le président de la République qui était il y a 3 semaines. Voilà, non mais voilà, donc ça, et puis ça va durer quelques semaines. Les délinquants, ils sont malins. Dans ces cas-là, ils remballent, ils se mettent ailleurs, et puis ils reviennent. Voilà. Donc c'est pour ça que le débat qu'il doit y avoir aujourd'hui, dans cette lutte contre la montée de cette violence, contre ce trafic de stupéfiants qui gangrène toutes nos cités, parce que tout ça c'est du trafic de stupéfiants, c'est les voyous qui ont des ramifications étrangères, en plus surtout à Marseille, parce que tout ça traverse la Méditerranée abondamment, etc.
c'est qu'il faut faire tomber. Voilà. On avait commencé à le faire, on a arrêté, et je suis moi un peu désespéré parce que le sentiment qui s'établit dans la population, c'est que, voilà, finalement, ils sont loin, on les enferme, on les laisse. Le téléspectateur qui vit dans cette cité ou qui vit dans une autre cité, parce que je ne pense pas que ça soit un cas isolé, la cité de Calisthée, et les témoignages qu'on a pu avoir et d'avocats qui suivent les victimes, qui s'occupent de ces victimes-là, nous expliquent que ça se passe dans d'autres villes, William. Mais ils nous regardent, ils disent, attendez, moi, ça fait 4 ans que ça dure, du jour au lendemain, on peut fermer un pays, mettre des millions d'euros sur ça, et moi, on attend 4 ans, et pour l'instant, rien n'est fait. Vous en pensez quoi, Gilles William ? Je pense qu'il y a une fuite en avant. Je pense qu'il y a une aggravation de la situation. Une véritable aggravation de la situation. Je pense que, pardon de le dire, je pense que ce gouvernement ne se sent pas très concerné par cette affaire. Je pense que les pouvoirs publics sont débordés, réellement débordés. L'affaire des squats, ça fait longtemps que ça dure et ailleurs, et les tribunaux étaient en dessous de tout. Vous aviez 24 heures pour agir, et puis après c'était trop tard. Donc, dans la tête d'un squatteur, dans la tête d'un délinquant, dans la tête d'un trafiquant de drogue, il y a une impression totalement justifiée d'impunité. Ils en sont exposés, ils sont chez eux. Mais on parle de quelques dizaines de personnes, là je ne vous parle pas de milliers dans cette cité. D'accord, mais on n'est pas capable de sortir 50 mecs. Non, mais ils sont chez eux, ils ont même beaucoup plus le sens du territoire et de la frontière que les autres, donc ça va loin. Mais s'agissant de Marseille, c'est d'autant plus désespérant parce qu'évidemment, on voit que ce sont des immigrés qui sont les premières victimes de cela. Mais ce sont aussi des immigrés, souvent des nouveaux arrivants, qui sont les premiers acteurs de leur propre détresse. C'est donc la fuite en avant aussi de la politique migratoire qui explique ça. Et c'est d'autant plus désespérant que Marseille, c'est sans doute l'un des endroits où l'intégration était ou la moins ratée ou la plus réussie, suivant que vous soyez positif ou négatif, notamment grâce à l'OM, grâce à pas mal de choses. Rien à voir avec la situation dans le nord de la France. Et vous voyez que même à Marseille, maintenant, ça ressemble au nord de la France. La Minute Info, J'ai une petite nuance, si vous le permettez. Moi, quand j'ai fait état de violence, j'avais planqué pendant 2 nuits avec la BAC. Et j'avais jamais vu, dans les quartiers nord de Marseille, des quartiers comme cela. On était plusieurs, parce qu'il y avait même 2 fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui étaient avec moi, parce que c'était un rapport parlementaire, et on se demandait où on était, de saleté, d'odeur pure. On le voit sur les images. Comme on pouvait, quasiment irrespirable. Les policiers nous avaient dit, mais voilà, nous on est là, vous voyez, on connaît, mais on n'a pas les moyens qu'il faudrait. Donc ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que ça dure, bien sûr, au total. Mais quand Jean-Marc Morandini est dans les escaliers... Je ne dis pas que c'est nouveau, je vous dis simplement qu'il y a une intégration. Et d'ailleurs, j'ai un point d'accord avec Julien Drey, Samia Ghali est une femme responsable qui fait tout ce qu'elle peut faire. Et il faut dire qu'elle avait le courage d'aller sur le terrain au contact de ces personnes et que ça fait 1 an qu'elle gère ce dossier. Oui. La Minute Info, messieurs, on revient dans un instant. J'ai une question à vous poser, toujours sur ce thème-là. Le G7 uni pour soutenir le combat de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les ministres des Affaires étrangères des États membres se sont réunis en Allemagne. Le Royaume-Uni a demandé plus d'armes pour l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie. De son côté, la France l'assure, il y a un agresseur et un agressé et nous soutenons l'agressé, a déclaré Jean-Yves Le Drian. 79e jour de guerre en Ukraine, plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger depuis le début de l'invasion russe le 24 février. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut Commissariat aux réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, soit plus de 3 millions au 11 mai. Et enfin, c'est une première, un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé un extrait d'une 30aine de secondes hier sur les réseaux sociaux. D'après la NASA, le tremblement de terre est survenu dans la nuit du 4 au 5 mai. Il s'agit du plus puissant jamais détecté sur la planète rouge. Voilà pour la Minute Info. On revient sur cette situation dans le 15e arrondissement de Marseille et la cité des Calistes. Je le dis aux téléspectateurs, on sera en direct dans Soir Info Week-end avec Jean-Marc Morandini qui va revenir sur ce qu'il a vu sur le terrain. On va voir cette séquence entre Samia Ghali qui était présente et des habitants parce que entre l'impuissance des élus et le désarroi
des habitants, se crée une sorte de divorce et de confrontation. Oui. Vous voyez cette séquence. Je suis propriétaire au bâtiment I. Occupant? Occupante. D'accord. J'ai été squattée. Là, maintenant, on ne peut plus être dans l'appartement. Ma mère a arrêté de payer les charges. Qui va nous payer les charges? Tout ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas payer, les gens Alors, ils viennent écoutez, comme ils alors veulent. je vais vous poser une question, madame. Et toutes les vous personnes avez qui déposé sont plainte dehors, qui va les reloger, Attendez, là madame, vous avez déposé une plainte sur votre Bien compte? sûr, il n'y a rien qui a été fait. Donc, Nous, depuis 2017, on vit ce bordel. hein. Madame, quand c'est que vous avez déposé plainte? J'ai déposé plainte il y a 2 ans. D'accord. Il y a 2 ans. Alors, comme ça, vous allez comprendre comment ça se passe? Non, c'est pas rien à Il n'y a suivre. rien qui a suivi. Si. On m'a demandé d'aller déloger moi-même. Non, c'est Moi-même. ça, On m'a demandé de déloger moi-même les Nigériens. On les a demandé de déloger parce que si venait la police constater qu'ils étaient dans mon appartement, eh ben, c'était leur maison. On a demandé encore hier, mais pour toutes les copropriétés, qu'il y ait une accélération au procureur de Marseille. On ne peut plus attendre longtemps. Quand il y a par contre une flagrance, non mais je le dis parce que c'est très important, quand il y a flagrance, c'est-à-dire dans les 48 heures, j'ai demandé à ce qu'on mette un numéro spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sortir dans les 48 heures. Et ça, pour c'est ne bien. pas... Et ça, c'est bien. Gérald Darmanin disait en juillet dernier qu'il était à 1000 lieues de faire un lien entre l'immigration et l'insécurité. Vous en pensez quoi? Je pense que personne ne croit ça. Je crois que c'est 100 000 lieues d'ailleurs. Non, mais je pense que c'est une phrase qui est aujourd'hui dénuée du sens de la réalité. Tout le monde fait tranquillement, sans honte ni crainte, le lien entre immigration massive ou illégale ou irrésistible et l'insécurité grandissante. Vraiment, je crois que je ne crois même plus à la cécité. Je crois qu'il y a des gens qui, notamment chez les Insoumis, qui ne veulent pas voir, pour des tas de raisons, notamment électorales, la réalité. Mais en face, tous les gens de bien, tous les gens de bonne foi savent très bien ce qu'il en est. Et d'ailleurs, ça n'a rien de biologique. Ça n'a rien à voir avec les individus eux-mêmes. Les problèmes d'identité, c'est d'autres choses. Mais sur l'insécurité, quand vous avez trop de gens qui ne savent pas s'intégrer et qui ne peuvent pas s'intégrer, vous auriez le résultat partout avec n'importe quelle population. A fortiori lorsqu'il y a en plus un fossé de civilisation et des problèmes sociaux. Julien Drey, on peut faire un lien entre insécurité et immigration? Il y a un lien. Le problème, c'est ça qui a faussé par ailleurs le débat pendant toute une période. C'est de considérer que c'est toute l'immigration pris comme un bloc, je dirais, monolithique, qui est responsable de cette situation. Or, les images le montrent. Il y a une partie de la population d'origine étrangère, qui est d'ailleurs souvent en situation régulière, elle, qui est la première victime. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dire c'est tous les immigrés. Parce qu'effectivement, après, on crée un sentiment d'amalgame et on crée y compris les confusions. Parce qu'après, les gens disent mais ouais, vous passez votre temps à nous désigner à nous la vindicte populaire, alors que nous, on n'y est pour rien. Voilà. Et vous globalisez les choses. Donc, il y a un lien, effectivement. Il y a un lien, effectivement. Et il y a un lien, mais vous savez, c'est même pas un lien... Le plus terrible dans cette affaire-là, c'est même pas un lien lié au flux migratoire traditionnel. C'est que désormais, vous avez des filières migratoires qui sont des filières de la délinquance dès le départ. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des gens qui viennent, qui ne trouvent pas de travail et qui, à partir de là, basculent. Dans l'affaire des Nigériens, c'est évident que ça, ce n'est pas simplement des gens qui ont débarqué en bateau et qui ne savaient plus quoi faire et qui, par désespoir, sont plongés. C'est des filières de délinquance organisées, qui ont des bases arrières et qui prennent en otage, je dirais d'ailleurs, la population d'origine étrangère et qui sont d'ailleurs souvent les passeurs, sont les complices des dealers. Alors, j'ai une double nuance avec ce que je viens d'entendre, pour reprendre l'expression de M. Drey. La première, c'est que je ne sache pas qu'il y ait un parti représenté à l'Assemblée nationale, ou même un parti qui aspire à y entrer, même follement, qui dit que tous les immigrés sont responsables de ça. Personne ne le dit. Donc, je veux dire, c'est déjà bon. Premièrement. Deuxièmement, pardon de le dire, bien sûr que l'immigration illégale, etc., pose un problème supplémentaire. Mais il faut, si vous ne stoppez pas l'immigration, le nombre, le chiffre, c'est déjà quelque chose d'insoluble. Pour réussir une intégration, il faut le temps. Et si vous en avez de nouveaux qui arrivent, vous n'arriverez pas. Donc, sauf à résoudre ce problème, eh bien, nous allons... il y aura de plus en plus de cités comme celle-là. C'est quelque chose de massif et c'est quelque chose de mortel. Et pour des raisons qui échappent à l'entendement,
même dans la consultation présidentielle de cette fois-ci, finalement, on a réussi, par je ne sais quelle magie noire, à esquiver ce débat-là. Une dernière question, puisqu'il Oui, moi je pense qu'il faut, dans cette affaire-là, si on veut être efficace et trouver des solutions, il faut bien distinguer les choses. J'allais vous demander quelle solution. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, c'est là où il y a une mutation sur ces, disons, les 15 dernières années. Vous avez des filières de migration qui sont des filières délinquantes. Ce qui n'existait pas auparavant, il y a 20 ans. À 20 ans, vous avez des cités qui se dégradaient, et dans cette dégradation, on passait au banditisme, parce que l'intégration, tout ce que vous voulez, etc. Aujourd'hui, c'est ça que vous avez dans un certain nombre de cités, et que vous avez aussi aux abords de Paris. Voilà. Donc ça demande une police qui s'organise différemment, parce que ce traitement-là ne peut pas être de la même nature, y compris sur le plan législatif, que le traitement classique de ce que vous voyez dans la rue, c'est-à-dire on fouille, on trouve un peu d'eux, et puis on va... Voilà. Ça, il faut les casser brutalement, il faut avoir des accords avec les gouvernements d'origine pour pouvoir infiltrer ces réseaux au plus haut, pour pouvoir les briser. Parce que moi, je pense aux habitants, là. Il nous reste 2 minutes. Ça, je pense à l'habitant qui vit depuis 4 ans cet enfer, et à qui on propose de se réfugier quelques semaines dans un gymnase. Non, mais moi, donc qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes ? Je défends l'idée qu'il n'y a pas de solution en dehors de raser ces cités-là. Et donc de construire d'autres cités pavillonnaires qui accueilleront les gens qui sont paisibles et qui veulent vivre en France, qui sont en situation régulière. J'appelle ça les cités pavillonnaires parce que je pense qu'il faut arrêter. Vous avez vu les immeubles qui sont ces blocs comme ça, où plus personne ne sait qui vit là-dedans, etc. Et tout. Donc il faut reconstruire des petites unités. Mais s'il n'y a pas un plan Marshall évoqué depuis 1995 en matière de bâti. Oui, mais ça prend du temps. Moi, la personne qui vit depuis 4 ans là-dedans... Non, mais d'accord, mais si vous me dites que ça prend du temps, alors le fait que ça prenne du temps, ça veut dire qu'on fait rien. C'est pas ça. Au contraire. Mais à situation d'urgence, on a bloqué un pays du jour au lendemain. Eh bien, à situation d'urgence, ça veut dire que donc on est capable, si on veut, d'aller vite pour reconstruire cela. Alors, il y a des descentes de police, etc., mais Samia Ghali a demandé à un moment donné une présence de l'armée pour pouvoir, je dirais, contrôler ces genres de situations. Parce que le problème qui est posé, c'est quoi ? On le connaît, les élus de terrain le savent. Vous y êtes favorable ? Quoi ? L'armée ? À Marseille, ça peut se discuter. Il y a plusieurs quartiers où ça peut discuter. Pas l'armée en tant que telle, des forces spécialisées. C'est pas l'armée, les pauvres militaires, ils ne sauront pas faire. Mais des forces de gendarmerie. Oui, vous n'envoyez pas la force sentinelle. Voilà, mais des forces de gendarmerie spécialisées et organisées pour contrôler un certain nombre de quartiers en France. De toute manière, ça sera une nécessité à un moment donné ou à un autre. Non, mais j'ai rien contre les solutions les plus drastiques, mais vous pouvez, je maintiens, vous pouvez raser toutes les cités que vous voulez. Le problème existentiel à tous égards, c'est l'immigration qui continue. Et il y avait un article malheureusement intéressant mais désespérant de Jean-Marc Leclerc dans le Figaro il y a 3-4 jours, qui expliquait qu'en réalité, il n'y a actuellement pas de politique d'immigration et les juges administratifs eux-mêmes sont désespérés. Mais il faut que les gens soient convaincus. Mais justement, il faut que les gens soient convaincus. Celui qui veut rentrer en France, il rentre. Et une fois qu'il est rentré, il n'en ressort pas. Et pour le même prix, il a les avantages sociaux que vous savez. Donc, il faudrait que ça soit un saint laïque pour qu'il ne profite pas de ça. Et moi, des saints laïcs, j'en ai jamais rencontré. Et souvent, ils ne sont pas laïcs. Voilà. Le problème, c'est que là, on est dans l'idéologie. Alors, je la connais. Bon, et ça devient, à la limite, des fois, je me dis, mais c'est quasiment un fonds de commerce parce que ça répète. Moi, je dis que si vous rasez un certain nombre de cités, y compris dans la maîtrise des flux migratoires, vous aurez au moins des éléments de contrôle. Il ne s'agit pas simplement de dire il faut arrêter les flux migratoires, parce que ça, c'est des paroles en l'air. Bon, d'abord, parce qu'il y a des milliers de kilomètres de frontières, des passeurs, etc. Pour pouvoir contrôler une situation d'un point de vue, je dirais, policier, judiciaire, etc., tant que vous aurez ces ensembles-là, vous vous en sortirez pas. La publicité. Pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord, encore une fois, je ne suis pas je ne suis pas contre les solutions au coup par coup, mais justement, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est des vraies solutions stratégiques. Alors dans ce cas-là, si vous pensez que de toute manière, on rentre dans le territoire français comme on veut parce qu'il y a trop de frontières, il faut supprimer les avantages pour les non-français. C'est ce qu'on appelle la préférence nationale, mais il paraît que c'est un gros mot. Mais non, mais là, le problème que vous avez, vous écoutez pas bien ce que je dis. Vous avez aujourd'hui... très attentif. Mais non, parce que vous restez... On ne peut pas dire attentionné. Non, vous êtes dans un schéma que vous projetez en permanence. Vous avez une mutation, y compris dans les filières migratoires, j'essaie de vous démontrer. Ces filières-là, ce ne sont pas les filières simplement... Les filières criminelles. Qui viennent pour les avantages sociaux, ce sont des filières criminelles. La publicité, messieurs, on revient dans un instant. La suite de Ça se dispute avec Julien Drey et Gilles-William Goldnadel. Dans un instant, on va parler politique avec les législatives, la semaine chaotique du côté de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais avant cela, la Minute Info.
Covid-19, la France approche du million de cas possibles de réinfection avec la flambée des contaminations liées au variant Omicron. Réinfection possible signifie qu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, espacé d'au moins 60 jours. Dans le détail, les femmes ont été un peu plus réinfectées que les hommes. Les adultes entre 18 et 40 ans ont été les plus touchés, ainsi que les professionnels de santé. Mort du président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa, Joe Biden salue la mémoire de celui qu'il considérait comme un vrai partenaire, un ami des États-Unis. Le chef d'État, décédé à 73 ans, devrait être remplacé par son demi-frère, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed. Un deuil officiel a été décrété pour une durée de 40 jours. Il est le sportif le mieux payé au monde en 2021, Lionel Messi. Contrat avec le Paris Saint-Germain, partenariat. Selon Forbes, l'Argentin de 34 ans a gagné près de 130 millions de dollars de revenus. Il est talonné par le basketteur LeBron James et le footballeur Cristiano Ronaldo. On était mal orienté. Voilà pour la Minute Info. Je ne dirais pas qu'il l'a dit, mais l'un des deux invités a dit on aurait dû faire footballeur. Je ne dirais pas lequel. On l'a deviné. Passons. La nouvelle Union populaire écologique et sociale a vécu une semaine plutôt compliquée, messieurs. Jean-Luc Mélenchon a accusé de népotisme en plaçant son gendre à Villeurbanne. L'affaire Tahabouaf, on va en parler dans quelques instants. Et puis la plainte du syndicat Alliance contre le leader de la NUP pour diffamation. Sur l'affaire Tahabouaf, candidat pendant un temps, puis renonce en dénonçant les attaques et les pressions. Puis ensuite, on apprend finalement qu'une enquête interne est ouverte au sein de la France Insoumise, accusée de violences sexuelles. Messieurs, quel regard vous portez sur cette polémique, cette affaire Tahabouaf? Julien Drey, la primeur. Je me suis exprimé déjà en début de semaine. Tahabouaf est jeté aujourd'hui vindicte populaire. Mais ceux qui l'ont poussé à être candidat ou qui ont accepté sa candidature portent, je dirais, autant de responsabilités. Alors moi, après, pour l'instant, j'attends de voir la nature des plaintes, si elles vont aller au judiciaire, etc. Donc je fais attention de ne pas participer à cela. Ce que je sais par contre, c'est que les prises de position politiques de Tahabouaf posaient déjà problème. Les condamnations qu'il avait subies posaient problème. Et donc le fait d'avoir choisi pour la France insoumise de prendre cette personnalité-là comme étendard, y compris par rapport aux jeunes des cités, parce que c'est ça qui me pose problème. Parce que c'était donner une forme d'image des jeunes des cités qui ne se reconnaissent pas forcément dans cette personnalité-là et dans ce type de comportement. Et une grande partie de ces jeunes des cités-là, c'est ce que je vous disais, ont eu l'impression qu'ils sont stigmatisés à cause de ça. Donc il y a une irresponsabilité politique de la France insoumise qui a fait de l'opportunisme dans cette affaire-là. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs candidats de la France insoumise en France qui ont des positions pour le moins dérangeantes et discutables. Et après, je vois bien, je vois déjà les dirigeants de la France insoumise sur la toile dire c'est un scandale, ça y est, le complot a commencé. Il y a une spécialiste de ça, elle s'appelle Françoise de Goua, maintenant, qui est en permanence, mène la campagne sur Internet, regardez, les méchants sont de sortie et tout. D'accord, mais il y a problème politique. Et ne pas le reconnaître est une erreur grave. Et il y a problème politique aux dépens d'une population. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'on se présente en disant « mais moi je suis l'ami de cette population, je suis celui qui les défend, etc. » Mais regardez l'image qu'on en donne. Et justement, Jean-Luc Mélenchon a réagi. J'apprends les accusations contre Tahabouaf. La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. Cela n'exempte pas les racistes qui l'ont harcelé. Gilles-William Goldnadel. D'abord, je voudrais relativiser les problèmes que rencontre la France insoumise, ou la NUP, comme vous l'appelez, parce que, très sincèrement, la presse, dans son ensemble, dans sa globalité, reste bonne fille vis-à-vis de la France insoumise. J'ai remarqué encore ce matin, je me suis même permis de gazouiller sur Twitter, que sur France Inter, on continue de parler d'extrême droite et pas d'extrême gauche. Donc il ne peut pas y avoir de barrage contre ce qui n'existe pas. Donc il faut quand même un petit peu... Ils sont pas accablés non plus. Mais quand on se donne la peine, effectivement, de regarder le spectacle, le spectacle qui nous est donné, c'est affligeant ou tordant, suivant votre état d'esprit. D'abord, je voudrais un petit peu corriger, si j'ose dire, ce que dit Julien Drey sur le mauvais choix que serait Tahabouaf. Bon, Tahabouaf, il est peut-être haut en couleur, il a été condamné en première instance pour injure raciale,
mais c'est un islamo-gauchiste de la France insoumise qui ressemble aux très nombreux. J'en connais pas beaucoup qui ne soient pas d'ailleurs comme ça. Vous prenez Clémentine Autain, vous prenez Madame Obono, qui considère que les indigènes de la République, qui sont antisémites, mais avérés, sont des antiracistes formidables. Vous regardez David Guiraud, qui laisse à penser que les Juifs se réjouissent quand la mosquée d'Al-Aqsa brûle. Vous prenez même le leader Maximo, M. Chevènement, qui a réinventé le mythe du peuple juif déicide, auquel l'Église a renoncé depuis des lustres. J'aurais pas assez d'une heure pour égrener la liste des gens qui sont exactement comme Tahabouaf. Là où ça devient tordant ou affligeant, c'est la manière dont cette affaire sexuelle, pour laquelle je ne veux rien dire, parce que Tahabouaf, et là je parle au premier degré, il a le droit à la présomption d'innocence comme n'importe qui. Vous me connaissez sur ce sujet, mais c'est quand même affligeant. Il y a 2 jours, Monsieur Mélenchon, lorsque Tahabouaf a démissionné, en n'expliquant pas son problème, en disant là j'en peux plus, il était dans la logique victimaire de l'extrême gauche comme toujours, j'en peux plus, etc. Donc il démissionne. Monsieur Mélenchon dit c'est affreux, pauvre garçon, c'est du racisme, etc. Alors qu'il savait déjà les charges qui pesaient contre lui. Donc c'est d'une hypocrisie invraisemblable. Il devrait, dans un pays normal qui aurait des médias normaux, quelqu'un qui se conduit comme ça, il est sous la table et il est dévalorisé pour des lustres. Ça passe quand même plutôt crème. Donc, bon, on dit ce qu'on pense, mais très sincèrement, malheureusement, je ne pense pas qu'il en ait eu pour son compte sur le plan médiatique. Il jouit d'un totem d'immunité médiatique aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey. Le problème, c'est que la campagne d'Éric Zemmour, je l'ai dit, a créé un réflexe de protection communautaire qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon dans ces élections. On l'a vu par le vote massif dans un certain nombre de quartiers, de gens y compris qui d'habitude ne votaient même pas. Ou ne votez pas pour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez d'ailleurs plusieurs leaders qui ont dit, de communautés, qui ont dit on a voté Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le seul ami qu'on a. Voilà. Parce qu'ils ont eu le sentiment, à un moment donné, d'être totalement stigmatisés et d'être désignés comme étant les boucs émissaires, comme ils le disaient, de tous les problèmes de la France. Et donc, ça a créé ce réflexe de repli et ce réflexe communautaire. Mais ce qui est grave, si vous voulez, c'est que la France insoumise, qui peut-être sincèrement défendait une certaine conception de la société, elle a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Elle ne mène pas le combat laïque et républicain comme elle devrait le mener. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un problème par rapport au choix des candidats qui sont faits. Parce qu'elle a cherché à prendre des étendards qui, d'après moi, et parce que je n'ai pas la même... Je ne veux pas juger sur les faits. Moi, je connais les positions publiques et politiques, monsieur, et c'est sur ces positions publiques et politiques qu'il y a débat. Notamment les remarques qu'il a faites sur le crive, sur les petits fours, des choses comme ça, qui ne sont pas rien. Et quand j'ai entendu notamment, par exemple, M. Corbière dire « Oui, c'est un jeune de 25 ans, il faut lui passer cela ». Non, il y a des millions de jeunes de 25 ans dans les cités qui ne disent pas cela. Et heureusement, d'ailleurs. Je ne crois pas du tout aux explications là-dessus de Julien Drey sur le fait que la population des quartiers, à cause de Zemmour, pourquoi ils n'ont pas voté pour les socialistes ? Pourquoi ils n'ont pas voté pour les écolos ? Je veux dire, pourquoi la France insoumise ? La réalité, elle est beaucoup plus grave de mon point de vue, c'est que c'est de la faute de la droite. La droite n'a pas du tout mené le combat culturel contre l'extrême gauche, pas du tout. Elle ne s'est pas plainte d'avoir été extrémisée, que M. Mélenchon ne l'était pas. Elle a préféré, ils ont préféré se disputer entre Zemmour et Marine Le Pen. Ni Marine Le Pen, ni Zemmour, ni les Républicains n'ont mené le combat contre l'extrême gauche. Donc les seuls qui ont été extrémisés, c'était la droite. J'en veux beaucoup, franchement, à la droite de n'a pas avoir réfléchi à cette évidence complète. Il y a alors, sans parler évidemment, j'en parle souvent, de l'impunité médiatique
de l'extrême gauche en général, mais ça, c'est pas que la France insoumise. Vous prenez tous les thèmes, vous prenez les terroristes, vous prenez les terroristes italiens, vous prenez n'importe quoi, vous prenez les gens qui brûlent le drapeau français. J'aurais pas encore assez d'une heure pour vous expliquer qu'il y a une impunité d'extrême gauche médiatique. On peut vous en donner 3 parce qu'on connaît. Ah bah oui, non mais je m'en lasse pas moi. Voilà. Mais le problème, c'est que à chaque fois on me fait taire. Non, je ne vous fais pas taire. Je vous fais simplement une remarque pratique. Allez-y. Parce que la différence qu'il y a d'un certain point de vue entre vous et moi, c'est que moi j'observe la réalité telle qu'elle est, et vous projetez votre discours sur cette réalité. Je m'excuse. Oui, je vous donne la démonstration. Dans ces quartiers, vous y pouvez rien. L'étude des votes, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est tous les instituts qui ont regardé, etc. Il y a eu un vote massif pour la première fois communautaire pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas la faute de la droite, ça. Non mais attendez. C'est pas la faute de la droite ni de l'extrême droite. C'est la faute. Alors plus exactement, c'est la faute d'un certain comportement de l'extrême droite, notamment de celui que vous avez protégé à un moment donné, qui s'appelait Monsieur Zemmour. Voilà, en regardant la manière dont il désignait les choses, et qui a créé ce réflexe. C'est-à-dire que le combat républicain n'a pas été mené comme il aurait dû être mené par toutes les forces républicaines, notamment par rapport à Éric Zemmour. Et donc il y a eu ce sentiment de, on l'a entendu, tous ceux qui tenaient les bureaux de vote le soir du premier tour m'ont raconté qu'ils ont vu arriver des gens qui disaient on en a marre d'être toujours désigné la vindicte populaire. On en a marre d'être toujours on parle que de nous à la télévision. Vous avez des dizaines de reportages qui montrent ça. Et donc on n'a pas été capable de mener. Et c'est quoi? C'est la genèse de l'islamo-gauchisme, justement, Julien? Oui, non mais ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a flatté le communautarisme là où il fallait faire de la République. Monsieur Drey ne veut te parler que dans l'histoire de la NUP que des quartiers. D'abord, ce qui explique quand même en premier, au-delà de M. Zemmour, pour lequel vous êtes obsédé, le succès de la NUP dans les quartiers, c'est son islamo-gauchisme, c'est sa tendresse quand même pour l'islam radical, qui quand même plaît, que vous le vouliez ou non, à certaines personnes des quartiers, premièrement. Et deuxièmement, je n'en démords pas, il y a eu une sorte de paresse intellectuelle de la droite, et notamment de la... Quand vous êtes au RN, il me semble, ou quand vous êtes chez Zemmour, vous devriez pointer l'immense responsabilité idéologique de l'extrême gauche dans le phénomène de l'immigration et de ses conséquences funestes. Eh bien non. Non, mais il n'y a pas que... Parce qu'ils en ont parlé, justement. Ils l'ont condamné, l'extrême gauche. En revanche, du côté d'Emmanuel Macron, on n'a pas voulu parler d'extrême gauche. J'ai le souvenir encore d'un débat entre... Vous ne pouvez pas ramener toute la situation de la société française à la responsabilité de l'extrême gauche, parce que, excusez-moi, mais la gestion des flux migratoires... 30 secondes, parce que je me permets, la gestion des flux migratoires, c'est pas l'extrême gauche. La gestion des flux migratoires, c'est les gouvernements. Voilà, premièrement. Bien sûr, mais c'est pas l'extrême gauche qui fait la politique de ce pays. Ça n'est pas l'extrême gauche qui a culpabilisé en permanence. Non, mais vous avez besoin. Mais vous êtes toujours en train de chercher des boucs émissaires pour protéger vos amis. C'est sorti de mon imagination féconde que ça n'est pas l'extrême gauche qui a traité. Votre imaginaire est fécond. Qui a traité. Non, mais vous perdez. Qui a traité de racistes tous les gens. Alors que maintenant, on a l'impression de dire des banalités, qui ont considéré qu'il y avait un problème d'immigration. Le simple fait de parler d'immigration était nié. L'immigration n'existait pas. Il y a une période où l'immigration était un fantasme. Qui était aux manettes médiatiques et intellectuelles, sinon l'extrême gauche? Et que la droite ne pointe pas cela et ne fasse pas ce travail intellectuel-là, pardon, c'est désespérant. Non, mais le problème qui est posé, c'est que vous avez... En fait, d'un certain point de vue, en réfléchissant à ce que vous êtes en train de me dire, finalement, votre raisonnement, il est utile, il est confortable pour vous. Parce que tout se ramène à la faute de l'extrême gauche. Voilà. Donc les autres, ils ne sont pas responsables. Écoutez, donc c'est facile. L'extrême gauche, qui représente pas grand-chose dans ce pays jusqu'à maintenant, si ce n'est dans cette élection-là, qui est... Non, mais dites pas ouais. Ne me prenez pas de dos comme ça. Ne me dites pas l'extrême gauche, vous l'avez connu, vous l'avez même combattu quand vous étiez jeune. C'était autre chose sur le plan militant, sur le plan de l'influence dans la société française qu'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas. Bon. Mais oui, vous le saviez très bien. Non, mais je vais vous répondre. Voilà. Donc je finis. Je finis. C'est l'échec des politiques d'intégration qui ont été menées par un certain nombre de gouvernements, dont un certain nombre que vous avez soutenu, comme moi d'ailleurs. Moi, je porte ma part de responsabilité là-dedans. Pas moi à titre individuel, mais ma famille politique, qui a sous-estimé un certain nombre de choses sur le plan de la sécurité, et qui a conduit à cette situation. Après, dans cette élection présidentielle, c'est ça que j'essaye de faire passer comme message, mais peut-être que j'y arriverai pas, c'est qu'il y a eu un jeu qui s'est fait,
et que dans ce jeu-là, toute une partie des populations dans un certain nombre de quartiers qui, elles, étaient tranquilles, au contraire même subissent la violence, elles ont eu le sentiment qu'elles étaient globalisées dans une image, et elles sont portées derrière M. Mélenchon. Et là où j'ai un problème, moi, maintenant, là, actuellement, c'est que le choix qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon, par la France Insoumise... C'est très très long. Oui, mais des fois, il faut être long pour être efficace. C'est bon, mais c'est long. Voilà, mais il faut être long des fois pour être efficace. Non, mais... voilà, le choix qui a été fait, c'est, en sortant, je finis, je m'excuse, c'est que vraiment, c'est irresponsable d'avoir fait ces choix-là. C'est irresponsable. Répondez et ensuite la minute info. Mais répondez. Je reconnais bien volontiers que le combat intellectuel de ma vie, il est contre l'extrême gauche. Je maintiens qu'aujourd'hui encore, l'extrême gauche est en majesté dans les universités, dans les salles de rédaction, est extrêmement puissante. Et je maintiens qu'elle est la mère des principaux maux de la société actuelle, qui sont l'immigration massive, qui sont le wokisme, qui sont le néo-féminisme et qui sont le racisme anti-blanc. Je maintiens que la droite, à laquelle j'appartiens intellectuellement, n'ait pas fait cette bataille culturelle pendant la présidentielle, est une faute massive. La minute info. On a pris un peu de retard, mais vous aviez un droit de réponse. Ah ça, il s'impose. La minute info. À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroué. L'homme souffrirait de troubles psychologiques. Mardi, un parent d'élève a été agressé lors d'une attaque au couteau suisse devant un collège. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée au thorax. Son pronostic vital reste à ce jour très engagé. Une avancée pour les femmes en Espagne, un congé menstruel leur sera bientôt accordé. En cas de règles douloureuses, elles pourront ainsi bénéficier de 3 à 5 jours de congé par mois. La mesure existe déjà en Corée du Sud, au Japon ou encore en Zambie. Mardi prochain, l'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays européen à la mettre en place. Elon Musk, toujours engagé à racheter Twitter, le milliardaire l'assure. Une déclaration qui suit l'annonce de suspension de son acquisition du réseau social. Le patron de Tesla souhaitant dans un premier temps connaître la proportion de faux comptes existants sur la plateforme. L'action de Twitter avait par la suite plongé d'environ 20%. Y a-t-il une part d'islamo-gauchisme chez Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire cette complaisance vis-à-vis de l'islam à des fins électoralistes? C'est une question qu'on s'est posée. Autre question sur la police. Pourquoi ce discours? Pourquoi cette confrontation de Jean-Luc Mélenchon avec la police? Ça dure depuis des mois et puis cette semaine, la police, du moins un syndicat, a dit ras-le-bol puisqu'ils ont porté plainte contre diffamation après les propos de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait pu tenir lors de la première convention citoyenne de la NUP. On aurait pu imaginer que Jean-Luc Mélenchon édulcore un peu ses propos sur la police. Eh bien, absolument pas. Réécoutez cela. Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens, sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays et de la police, c'est la justice, et personne n'a rien à dire. Comment c'est possible ? Je ne crois pas que quand je parle comme ça, je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons. Une police dans un État démocratique est nécessairement républicaine. Et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même de trafic mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ça soit son droit. Non, ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas. Vu qu'il nous reste 3 minutes, on ne va pas écouter l'avocat des syndicats Alliance, mais je dis aux téléspectateurs, je donne juste la définition de factieux, qui exerce contre le pouvoir établi une opposition violente tendant à provoquer des troubles. Et puis il parle également de permis de tuer. Gilles-William Goldnadel, vous en pensez quoi? Je pense, que justement, c'est la marque même, la guerre contre la police, le refus de l'autorité policière, qui est encore une fois le droit de la violence légitime, c'est une des marques de l'extrême gauche. Ceux qui n'acceptent pas, justement, que l'État remplisse ses devoirs. Bon, il y a ça. Il y a aussi une perspective électorale
c'est qu'il sait bien aussi, M. Mélenchon, que ce discours anti-flic, il plaît bien dans les quartiers. Il plaît bien chez les Black Blocs, il plaît bien chez tous ces gens-là. Et c'est marrant comment il renverse les choses en disant qu'il est factieux. Puis ensuite, j'ai une petite arrière-pensée, c'est que peut-être, il espère déjà, en cassant la légitimité policière, il prépare peut-être, au cas où il ne serait pas Premier ministre, ce monsieur, un 3e tour dans la rue. Et dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux atteindre la légitimité des policiers. C'est grave. Employée par Clémentine Autain. C'est grave, ça. Ouais. Je pense que c'est par ce type de discours que la gauche ne pourra jamais gagner une élection. Et c'est en ce sens-là que j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que on n'a pas intérêt à désigner à la vindicte populaire la police. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des violences policières. Il y en a. Bon, mais ce n'est pas tous les policiers. On n'a pas intérêt à dire d'un côté il y a les bons, de l'autre côté il y a les méchants. La question qui est posée, c'est la question du retour de l'ordre républicain en respectant la loi. Voilà. Et le délit l'allusion qui est faite au délit de fuite, pour l'instant, la justice est interpellée. On verra ce qu'il en aura. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup changé par rapport au personnage que j'ai connu, qui était très attaché à l'ordre républicain et au respect de cet ordre républicain. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé comme ça, qu'il ait changé Je pense que les circonstances électorales ont pesé. Mais je pense qu'il a tort. Parce que ce n'est pas une logique majoritaire dans le pays. Notre travail à nous, la gauche, c'est de réconcilier la police et la justice, c'est de réconcilier la population avec la police et la justice en lui montrant que quand il y a des dérapages, ils sont sanctionnés, mais que les institutions doivent être respectées en permanence. Mais Julien Drey, lorsqu'il dit ça, ce n'est pas à une convention, la France Insoumise. C'est avec les amis socialistes, c'est avec les Verts, c'est avec le Parti communiste. Non, mais alors, et on applaudit dans la salle. Oui, mais si vous voulez, moi je parle de ma gauche maintenant, et pas de leur gauche. Et ma gauche à moi, celle qui veut gagner dans ce pays pour servir ce pays, on ne veut pas gagner pour le plaisir, elle devra s'émanciper de cela. C'est ça le bilan qu'il faudra tirer de cette élection présidentielle. C'est un travail qu'il faut recommencer. J'ai cru à un moment donné qu'on avait marqué des points, notamment sur le fait de sur ce que représentait l'ordre juste, qui était au cœur de la campagne de Ségolène Royal, rappelez-vous, à l'époque. Bon, visiblement, il y a une régression. Et de voir Olivier Faure aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? J'en ai tiré les conséquences. J'ai tiré ma révérence. Je pense qu'ils perdent leur identité. C'est d'ailleurs le reproche qu'on leur a fait quand ils ont signé cet accord. Ils passent sous la tutelle idéologique et politique d'une gauche radicale qui ne pourra jamais gagner dans ces conditions dans le pays. Gilles William, le mot de la fin avec vous. Elle ne pourra jamais gagner, cette gauche ? Ça, je ne sais pas. Je m'y connais moins que Julien Drey sur le plan électoral. Non, mais je dis au premier degré. Il arrive que je sois modeste. Non, mais c'est affligeant qu'on puisse entendre ça et rester dans la salle lorsqu'on est socialiste ou lorsqu'on est écolo. Vraiment, c'est affligeant aussi de pouvoir prononcer ce type de discours sans que les médias s'en étonnent un peu. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Julien Pasquet pour l'heure des Pros 2. Il y a des jours où, lorsque l'émission est aussi passionnante, je me dis que j'ai de la chance d'être avec vous. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Du coup, nous reviendrons.